À la masse et dans le Wallo, RFM 22h, le journal, voici les titres. Magal de Touba, à 2 mois de l'événement, les autorités à la rencontre de difficultés, panne de forage, zone inondée à Darou Marnane et Guédé, des facteurs qui peuvent compliquer le déroulement du Magal. Le gouverneur de Diourbel promet des solutions. Ourossogui, Bakel, l'axe du Mal, il est complètement coupé, les populations peinent à se déplacer. Le sous-préfet et des éléments de la gendarmerie étaient sur les lieux. L'ordre a été donné à l'entreprise chinoise en charge des travaux de refaire le tronçon. L'enfer des malades de fistules obstétricales de Ziguinchor, rejet, stigmatisation, manque de moyens financiers, le calvaire de ces femmes préoccupe la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui plaide pour une prise en charge adéquate. Jeux africains, les U20 du foot ont battu le Ghana 1-0. Le taekwondo aussi a récolté 3 médailles de bronze. Détail dans la page sport avec Abdou Diouf Junior. Tour du web Fama John, bonne santé Nafissatou Sila Yonou Tolma Madame Arnion. La chronique du mercredi Mbaye Sidi Mbaye. L'invité du soir Seynabou Gueye, gouverneur de Fatick, sur les multiples accidents. Elle est reçue par notre correspondante à Fatick, Aminata Goudjabi. À la technique pour ce 22h, Amadi Ndiaye au micro, Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Les 9 des 35 blessés graves de l'accident de Badjouré à Bignona sont bien arrivés à Dakar par vol militaire. Ils sont présentement internés dans les hôpitaux principaux, Ogui et l'hôpital militaire de Ouakam. Leur prise en charge se déroule normalement d'après une source médicale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À 2 mois du Magal de Touba, le gouverneur de la région de Diourbel en tournée a promis des solutions avant le Magal. Les forages en panne, les zones inondées à Darou Marnane et Guédé constituent une menace de perturbation au bon déroulement de l'événement religieux. Le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, au micro de Marema Diop. Nous sommes là à Touba pour suivre un peu le plan d'action pour l'approvisionnement en eau de Touba pour le Grand Magal. Mais aussi, nous avons visité les points bas, en tout cas les points bas les plus critiques qui peuvent constituer des bouchons à l'occasion du Grand Magal et prendre des décisions fortes en rapport avec l'ensemble des partenaires pour que ces bouchons soient levés. J'espérais que ces forages seront opérationnels. C'est dans les cordes de l'ONAS et c'est dans le plan d'action. Déjà, l'un des forages a été réparé parce que la pompe a été remise à neuf. Il y a une nouvelle pompe qui a été remplacée avant la Tabaski. Nos partenaires de Touba Kanam s'engagent à payer les deux autres pompes. Déjà, il y a une pompe qu'on va peut-être acheter aujourd'hui pour Bagdad et que Bagdad aussi est un forage extrêmement important qui va contribuer fortement à la bonne organisation du Magal de Seigne Abdou Khadre. Et que si nous partons au Magal avec l'ensemble de nos forages qui seront remis à pied parce que les pompes seront renouvelées, j'ose espérer, avec le plan d'action qui envisage d'engranger 100 camions citernes et 80 bâches, j'ose espérer que l'approvisionnement en eau à Touba sera plus ou moins correct. Nous parlons de l'axe Ourossogui-Bakel. La route est coupée à hauteur du village de Sinthiou-Garba. Depuis ce matin, les populations ont du mal à se déplacer, suffisant pour que le sous-préfet se rende sur les lieux en compagnie de la gendarmerie. L'autorité a ordonné à l'entreprise chinoise, maître d'œuvre de l'ouvrage, de refaire le tronçon. Ali Bandanian, que nous aurons dans nos prochaines éditions. Crève dans le secteur de la boulangerie annoncée par le regroupement des boulangers. La Fédération nationale se démarque de ce mouvement d'humeur prévu les 27, 28 et 29 août prochains. C'est là au moment où le ministère du Commerce manifeste sa surprise et appelle à des concertations. Fama John. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal est catégorique. Elle ne va pas priver les Sénégalais de la baguette de pain les 27, 28 et 29 de ce mois. Amadou Gaye est le président de la dite fédération. Ils sont libres, ils ont fait une interprétation des concertations communes qu'on a fait avec le gouvernement du Sénégal, mais la FNBS, nous avons jugé que nous avons une obligation de continuer la concertation. Le regroupement des boulangers du Sénégal exige une augmentation du prix de vente de la baguette de pain. Les ministres disent niet, pas d'augmentation à l'ordre du jour, selon le directeur du commerce intérieur, Ousmane Baye. Très surpris aujourd'hui qu'il décide d'aller en grève. Nous continuons à tendre la main au RBS parce que
qu'il s'agisse même si c'était un seul ou deux boulangers qui n'est pas d'accord, nous aurions souhaité qu'en tout cas l'ensemble des boulangers soient d'accord avec ces propositions, de nature à les porter ensemble pour quand même une bonne mise en œuvre et ce qui quand même contribuerait à régler une bonne partie des problèmes de la boulangerie. Selon la Fédération nationale des boulangers et le ministère du Commerce, les efforts sont faits. Il n'y a pas lieu d'aller en grève. De son côté, le regroupement des boulangers campe sur sa position. Les 3 jours de grève seront reconduits tous les mois jusqu'à obtention des revendications. Fama John, accusation contre le ministre du Commerce Aminata Somdiata par le collège des délégués de la Chambre de commerce de Dakar. Le directeur du commerce intérieur qui apporte des précisions. Selon lui, le ministre n'est pas habilité à bloquer des comptes bancaires. S'agissant du nouveau secrétaire général, Ousmane Baye précise qu'un appel à candidature a été lancé. Ousmane Baye, directeur du commerce intérieur, au téléphone de Laoubé Diagne. Il n'appartient pas au ministre de bloquer les comptes bancaires de la Chambre de commerce. Ce qu'il faut dire, c'est que la Chambre traverse quelques remous en fait depuis quelques semaines, remous relativement à l'intérim du président. En fait, dans le bureau, l'actuel bureau un peu conteste, en tout cas l'intérim, a mis fonction à l'intérim. Et conséquemment aussi, le président a pris un acte pour constater le départ à la retraite de l'actuel secrétaire général. Le ministre est garant du bon fonctionnement de la Chambre de commerce. La nomination de secrétaire général obéit à une procédure, en tout cas particulière, qui prévoit un appel à candidature, qui prévoit un avis du bureau et sanctionné par un arrêté du ministre du Commerce. Alors, le ministre a tout simplement rappelé, en tout cas, que les gens respectent la procédure qui est consacrée par le décret de 2003 en la matière et appelle aussi à la sérénité. Le ministre a eu à recevoir toutes les parties, y compris l'actuel président intérimaire, y compris les membres du bureau, y compris le collège des travailleurs, des délégués. La Chambre de commerce de Dakar est une institution consulaire qui est très importante. Dakar représente la capitale et ce n'est que dans la sérénité que nous parviendrons quand même à mettre une équipe capable de... En tout cas, c'est vous qui me l'apprenez que en tout cas, les comptes bancaires ont été bloqués. Ce à quoi le ministre a appelé, c'est en tout cas de rétablir l'actuel secrétaire général en attendant la nomination d'un secrétaire général suivant la procédure prévue. 26 milliards de francs CFA, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se renforce. Un équipement logistique vient d'être acquis dans le cadre de son projet Polytechnologie. Pour l'heure, 88 engins sont en attente d'être réceptionnés. Papa Balagay. Des véhicules flambant neufs, de nouvelles acquisitions de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon nos sources, 88 véhicules composés de fourgonnettes, d'ambulances entre autres sont stationnés au parking de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et à l'école nationale de police. Tous proviennent de la Chine et entrent dans le cadre du projet Polytechnologie initié par le nouveau général Morsec pour la mise à niveau d'une grande partie des unités de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il s'agit notamment de l'amélioration des secours pour une meilleure prise en charge des victimes lors des interventions, à savoir les secours nautiques, radiologiques, biologiques, chimiques, opérations de sauvetage ou de déblaiement. Pour un projet d'envergure de 26 milliards de francs CFA, d'autres véhicules sont attendus courant septembre et une cérémonie de réception va être organisée dans les prochains jours, précise la même source. Des acquisitions qui sonnent alors une nouvelle ère pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers après l'armée, la police et la gendarmerie nationale. RFM, la radio de toute l'actualité. Ziguinchor, l'enfer des femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Elles sont victimes de rejet par la communauté et peinent à avoir une autonomie financière. La situation préoccupe la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui a décidé d'outiller les acteurs communautaires dans l'identification précoce et l'orientation des cas vers les structures de prise en charge. Lamine Ba. Elles ne font pas beaucoup de bruit, elles préfèrent plutôt vivre leurs maux en silence parce qu'atteintes d'une maladie difficile à gérer. Elles, ce sont les femmes souffrant de fistules obstétricales et généralement mises à l'écart par la société. C'est la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui a mené une enquête ayant abouti à ce constat. Khadijatou Rassoul Gueye Faye, porte-parole de la plateforme. Cet accident touche les femmes à l'accouchement et qui entraîne une communication entre les voies urinaires, l'utérus et le gros intestin. Quand ça arrive, la femme ne peut plus retenir soit ses urines, soit ses selles. C'est très difficile à gérer parce que c'est un écoulement instantané et le plus souvent les femmes utilisent des protections et ça entraîne des odeurs assez délicates qui font qu'elles sont mises en berne par la communauté. C'est très difficile à gérer par ces femmes qui sont très vulnérables économiquement et socialement. La région médicale de Ziguinchor et la plateforme des femmes ont décidé d'agir dans la prévention en anticipant sur le diagnostic et la prise en charge précoce chez les patientes qui présentent cette pathologie. La tenue d'un atelier de renforcement de capacité
l'efficacité des acteurs communautaires s'inscrit dans ce cadre. Quand on parle avec les leaders communautaires qui sont des porteurs de voix, ils sont en mesure au niveau d'aller à la base, de discuter avec les populations, d'identifier les cas de fistules et de les orienter vers les acteurs compétents pour pouvoir gérer cela. Le mécanisme de prise en charge des fistules installé au niveau de la région médicale sera complété dans la tâche par le centre d'accueil des femmes et filles victimes de violences où il est prévu un soutien psychologique des femmes exclues dans leur milieu du fait de cette maladie. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Les opérations de déguerpissement se heurtent souvent au refus des personnes concernées. C'est le cas avec les commerçants du marché Sandaga. Nous avons fait un tour sur place pour tenter de percer le mystère. Sommation tardive ou site de recasement non défini ou inadéquat en sont les causes selon les commerçants. Abdoulaye Diop. Les commerçants de Sandaga ne sont pas convaincus par la décision des autorités de les recaser. Ils demandent qu'on leur trouve d'abord un site approprié. Mbaïdjon, commerçant à Sandaga. Avant de demander à quelqu'un de se déplacer, il faut d'abord lui trouver un lieu. Si ce n'est pas le cas, les commerçants refusent de partir. Beaucoup de ses collègues pensent la même chose. Même un bailleur, avant d'exclure son locataire, il lui laisse le temps de trouver une chambre. Nous sommes des Sénégalais. Ce n'est pas normal de déplacer des gens qui ont fait ici 40 ans sans aucune garantie. Un exemplaire de Coran entre les mains, cet homme assis à l'intérieur de sa cantine prône le dialogue. Il pense que c'est le seul moyen de dépasser cette polémique. Avant de déguerpir les gens, il faut avant tout dialoguer, leur expliquer qu'on leur a trouvé un lieu. Mais ce n'est pas une bonne chose de déplacer les gens comme ça. Les commerçants de Sandaga ont jusqu'au 30 août pour quitter les lieux. En attendant, certains d'entre eux restent sceptiques sur leur avenir. Mbour, plus de 600 enfants seront circoncis lors de la période du camp courant prévu du 1er au 29 septembre prochain. Le préfet de Mbour a promis de prendre toutes les dispositions pour la sécurité de l'événement. Saher Ndaw appelle à la non-violence. Abdourahmane Diallo. Le camp courant va démarrer dans moins d'1 mois à Mbour. Plus de 500 enfants seront circoncis cette année. Cheikhou Dabo, secrétaire général de la communauté mandingue. Pour préparer les circoncisions mandingues qui sont prévues du 1er au 29 septembre. Nous avons 5 cellules à Mbour, une à Angoulême, donc je ne voudrais pas entendre parler d'autres sites. Je ne vais pas vous dire tout de suite combien d'enfants seront circoncis. Ce qui est sûr, ça va être nombreux. Vous prenez la moyenne pour dire peut-être 500 à 600. Lors du CDD, la communauté mandingue a formulé plusieurs demandes. La sécurité, la salubrité et l'assistance. Le préfet du département de Mbour a demandé à ces différentes structures de faire de leur mieux pour le bon déroulement de cet événement culturel. Saher Ndaw appelle aussi à la non-violence. Ce que nous disons, c'est qu'on peut sécuriser les événements de la collectivité mandingue, mais dans le respect aussi de la liberté des autres. C'est ce qui fait que chaque fois, j'insiste pour qu'ils comprennent qu'effectivement, nous ne sommes pas là uniquement pour la collectivité, on est là pour tous les Mbourois. Et dans ce sens, nous devons essayer de faire de sorte que, en la prise en charge de la question sécuritaire, que ça soit pour tout le monde. Cette année aussi, la communauté mandingue va fêter le camp courant dans la division, mais en attendant, elle va organiser son assemblée générale le 24 août prochain. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. RFM Sport. Abdourahmane Diallo, merci. Abdou Diouf Junior qui vient pour la presse sport. Abdou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Jean Maron. Abdou Diouf, on commence par les Jeux africains au Maroc. Les Lionceaux du foot ont battu les Ghanéens. Les poulains de Youssouf Dabo ont remporté la partie par la plus petite des marques, 1-0. Les jeunes Sénégalais lancent ainsi leur compétition après un match nul vierge concédé contre le Mali au premier match. Le Sénégal, 4 points plus 1, fera face au Burundi pour son dernier match de poule. Pendant ce temps, l'équipe nationale locale de football bat à Bakau la Gambie 2-0. Les Lions locaux qui préparent ainsi le CHAN, les phases qualificatives au CHAN 2020 prévu au Cameroun. Le prochain match du Sénégal, ce sera à Conakry contre la République de Guinée. Football Abdou Diouf Junior, phase des Nawetan, les résultats de la deuxième journée sont tombés. ASC Ersan de Thiès a battu ASC Zal Soumaré de Diourbel 1-0. ASC Saloum de Gossas a battu Dego de Linguère 1-0. ASC Yamatogne 1, ASC Niofar 0.
L'ASC Pench 1, ASC Dionic 0, ce sont les résultats que nous avons pour l'instant. Nous y reviendrons pour les autres résultats de ces phases nationales qui se tiennent dans la région de Louga. Pendant ce temps, l'ASC Bolomi de Tambacounda dans le Pétrin, cette équipe de Koupentoum fait face à un manque de moyens. Elle réside à Dara Djolof dans des conditions difficiles. Le porte-parole de l'ASC Bolomi tire la sonnette d'alarme. Je vous propose d'écouter Babacar Niang, joint au téléphone par Moussa Oumar Gueye. C'est ASC Mbolomi de Koumpentoum, étant champion donc régional du mouvement Navetan à Tambacounda. Donc ASC Mbolomi de Koumpentoum doit représenter la région ici à Louga. Nous sommes présentement à Dara Djolof où nous devons jouer avec d'autres équipes, notamment la région de Thiès et la région de Kaolack, et aussi une équipe de Dara Djolof. Mais il faut le dire, présentement nous sommes dans des conditions très difficiles parce que qui parle de phase nationale parle de l'argent. Et il faut le dire, les moyens sont très limités. À part le soutien considérable de certaines autorités locales à Koumpentoum, d'autres autorités qui sont dans la région de Tambacounda, en tout cas jusqu'à présent, n'ont pas pu réagir. C'est pourquoi nous sommes dans des conditions très difficiles. Alors par conséquent, nous lançons un appel à toutes les autorités parce qu'aujourd'hui, on ne représente plus Koumpentoum, mais on représente toute la région de Tambacounda. Alors étant champion de toute la région de Tambacounda, nous demandons une aide en tout cas à l'endroit de M. Sidiki Kaba, ministre, à l'endroit de Kassé et à l'endroit de toutes les autorités politiques. Nous leur lançons un appel parce que nous ne représentons pas Koupentoum seulement, mais nous représentons toute la région de Tambacounda. Alors nous sommes présentement ici au nouveau lycée de Dara, et les gosses sont dans des conditions très difficiles. Et on aimerait vraiment changer les conditions de vie de ces joueurs-là qui en tout cas ont fait des résultats satisfaisants pour le mouvement régional, pour le mouvement Navetan régional de Tambacounda. C'est officiel, Joe Maron, l'attaquant sénégalais Santingom, a signé au FC Caen. Il a été prêté à Nancy-Lorraine la saison dernière. Santingom quitte définitivement le FC Nantes. Cette fois-ci, l'attaquant de 26 ans s'est engagé pour 3 ans en faveur du Stade Malherbe de Caen ce mercredi. Abdou Diouf, vous n'avez jamais signé en parlant de sport. En tout cas, on va parler de basket pour surtout le mondial 2019. Les Lions se sont envolés pour la Chine avec beaucoup de lacunes. Le coach Moustapha Gaye a reconnu au micro de Soda Thiam que son équipe n'est pas prête. Le tournoi que les Lions vont jouer en Chine pourra servir à améliorer leur volume de jeu. Moustapha Gaye que je vous propose d'écouter avec Soda Thiam. On vient de terminer la préparation à Dakar, comme convenu, et on va tout à l'heure partir pour un tournoi en Chine, et on va rester là-bas attendre le mondial. Il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire, au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, parce qu'une équipe qui a un vécu de 15 jours, il faut accélérer les choses, il faut aller très vite. Mais j'ai bon espoir qu'on va s'améliorer au fil des jours. Ce dernier tournoi qu'on va jouer, on va continuer pour améliorer un peu le rythme du jeu, parce que je pense que l'équipe joue par séquence, et maintenant il faudra essayer d'être beaucoup plus costaud, beaucoup plus concis et travailler dans la durée. Donc en termes de volume de jeu, nous devons nous améliorer. Et ces tournois servent à ça. On va jouer Venezuela, on va jouer Porto Rico, on va jouer Philippines. C'est 2 poules, on verra sur place. C'est difficile de travailler en chiffres quantifiés comme ça l'équipe parce que le délai il est trop réduit. Il m'est difficile aujourd'hui de dire à quel pourcentage on est actuellement. Mais après le tournoi, on a une idée vraiment de ce que nous valons et ce que nous pouvons faire. Avant de s'envoler pour la Chine cet après-midi, les Lions ont trouvé un accord avec la fédération. La délégation a même rejoint l'aéroport Blaise Diagne par la suite pour s'envoler direction la Chine. Le calme est donc revenu dans la tanière justement après une réunion de crise à l'hôtel où avaient logé les Lions du Sénégal qui sont en route donc pour le mondial chinois et qui vont participer à un tournoi avant de plonger dans la compétition. Le Sénégal fera face au Canada, à la Lituanie et à l'Australie dans le groupe H. Et Abdou Diouf Junior, bonne moisson pour les pratiquants de taekwondo aux Jeux africains. Ils ont récolté 3 médailles pour le moment. Chez les dames, c'est moins de 53 kilos. C'est Awakumba Nyandoy qui s'est illustrée et elle a terminé à la 3e place. Médaille de bronze également pour Ababakar Sadiq Fall de moins de 80 kilos et Mustafa Fall chez les moins de 87 kilos. Karaté, Abdou Diouf, on parle donc des tireurs qui risquent de rater les Jeux africains. Pourquoi? Abdourahmane Moundorsen, c'est le capitaine de l'équipe nationale. Lui et ses camarades sont très en colère. Ils vont être accompagnés par un seul coach. Certains vont donc tirer dans leur catégorie sans entraîneur, ce qui est inadmissible
comme l'a bien expliqué Abdourahmane Moundorsen qui a pointé du doigt d'autres manquements. Nous l'écoutons. La situation, c'est la suivante. Aujourd'hui, on a terminé une semaine de regroupement interne pour les Jeux africains au Maroc, auquel le karaté doit participer. Et à notre grande surprise, on nous a appris à la fin qu'un seul coach va nous accompagner, ce qui veut dire qu'il y aura des athlètes qui vont tirer dans leur catégorie sans coach à leur côté, ce qui va leur porter préjudice. La deuxième chose, c'est que nous apprenons aussi que nous allons devoir voyager sans survêtement, sans équipement que le CNOS devait nous remettre, et aussi nous apprenons en même temps que les perdiums qui nous sont dus ne nous seront pas remis avant ce déplacement. Alors on a décidé en groupe de se dire qu'il est temps que nous commencions à refuser une situation pareille, parce que c'était la même chose au dernier championnat d'Afrique où on a participé et où on a remporté beaucoup de médailles sans recevoir des perdiums. Cette fois, nous disons que nous exigeons que tous les perdiums qui sont dus aux karatékas, qu'ils leur soient remis avant le départ pour les Jeux africains. Abdourahmane Moundorsen et compagnie qui méritent quand même un peu plus d'égards. Ah oui, en tout cas, ils ont toujours des médailles. Souvent, ils ont de mauvaises conditions. Oui. Donc, merci beaucoup, Abdou Diouf Junior. Tour du web, c'est avec Fama John. Le tour du web sur RFM. Bienvenue. Maître Abdoulaye Wade rend hommage à Jacques Diouf. Dans une lettre rendue publique reprise par Seneweb, le secrétaire national du Parti démocratique sénégalais qualifie le défunt de grand Sénégalais, un grand Africain, un cadre international de haut vol. Selon le pape du Sopi, la conception onusienne de feu Jacques Diouf et la sienne se heurtaient. Mais cela n'a pas empêché l'ancien chef de l'État de soutenir l'ancien directeur de la FAO pour sa réélection. Sur son compte Twitter, la réponse salée de Abdoul Mbaye au ministre des Transports face au nombre élevé de décès sur les routes. Je cite: « Quelle horreur! Exécutif du Sénégal, votre premier devoir est de protéger vos compatriotes contre les morts évitables. Baissez les bras et inconscience mortelle. » Fin de citation. IGFM, pour sa part, est largement revenu sur les circonstances du décès de Awa Tunkara, l'étudiante tombée du 3e étage de la cité-avion de Ouakam. Selon des témoignages recueillis par notre consoeur Khadi Faye, la victime gisait dans une mare de sang près d'une heure avant l'arrivée des secours. 30 minutes auparavant, la défunte Awa Tunkara avait acheté des bonbons à la menthe à la boutique qui se trouve en face de chez elle. Les voisins se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-elle tombée du 3e étage? S'agit-il d'un suicide? Des questions sans réponse pour l'instant. Sur Facebook, des Sénégalais ont magnifié l'attitude de 3 de leurs compatriotes. Ces derniers ont obligé un charretier à ramasser les ordures qu'ils venaient de jeter au niveau du pont de l'émergence Aliou Sow. Un bel exemple, selon des internautes. Terminons ce tour du web par du sport, basketball, dénouement heureux dans la tanière selon Galsen 221. Maurice Ndour et Amad Ndiaye, qui avaient boudé la sélection, ont finalement embarqué avec les Lions selon le site internet. Les 2 internationaux réclamaient le paiement de leur prime à la Fédération sénégalaise de basketball. Tour du web, c'est fini. À demain. Merci beaucoup, la très connectée Fama John qui laisse la place à Mamadou Amar Ndione dans Yonutol. Bonsoir et bienvenue. La campagne agricole dans la partie sud du pays, à Ziguinchor, l'hivernage est entrecoupé de longues et nombreuses pauses pluviométriques. Heureusement pour les producteurs, le retour des pluies a été enregistré au début de la 2e quinzaine de ce mois. Les cultures, avec les différentes spéculations, ont eu globalement un comportement satisfaisant selon le DRDR, le directeur régional du développement rural. Ziguinchor, Lamine Ba. La particularité de cet hivernage est dans les nombreuses pauses pluviométriques qu'on a notées et qui ont battu presque des records de longévité ces dernières années. Mais depuis le 17 août, une certaine constance est notée dans les pluies avec un cumul qui atteint à certains endroits 400 mm. Casimir Sambou, directeur régional du développement rural de Ziguinchor. Les longues pauses pluviométriques ont quand même découragé beaucoup d'agriculteurs. Maintenant, il faut dire que lors des dernières 72 heures, nous avons eu la chance de recevoir beaucoup d'eau. Et ça augure de très bonnes perspectives. Par exemple, pour la seule journée du 17, on a noté à Niaguis 208,5 mm.
et à Ziguinchor 151,2 mm en pack, 162 mm pour une seule journée. Les pluies ont certes été irrégulières, mais il n'y a pas grand-chose à déplorer sur le comportement des différentes spéculations de la vie du DRDR. Pour les cultures de manière générale, les arachides, les premières vagues de semis, on est au stade de floraison, ramification, notamment dans le Bignona. Pour les deuxièmes vagues, plantules, levées. Pour ce qui concerne le mil, il y a le mil qui est en début de talage, au stade plantule aussi. Vous avez le maïs aussi, stade de plantule, levé. Le manioc est au stade de reprise. Le niébé, stade de plantule levée. La pastèque, stade de plantule. Le riz de plateau, stade 5 feuilles. Le riz de nappe, 3 à 5 feuilles. Le riz de bas-fond, les labours sont en cours. Une autre pause pluviométrique semblable à celle que l'on a connue en début du mois d'août engendrait beaucoup de conséquences. C'est pourquoi les paysans tendent les bras en direction du ciel et prient pour que ce rythme se poursuive au moins jusqu'en octobre. À Sieyou, les rizicultrices de la vallée de Samiron et les producteurs d'arachides sont encore optimistes après les pluies notées le week-end dernier. Tous ont espoir d'avoir de bons rendements au vu du développement des cultures. Max Cli de Confani. Après un temps de frayeur, les femmes productrices de riz de la vallée de Samiron affichent le sourire. Madame Basse Imelda Koli, une des femmes productrices de cette vallée. Vraiment, on a eu l'inquiétude parce qu'il n'y avait pas de pluie. Depuis le mois de juin, juillet jusqu'au mois d'août. Le 17 août, on a eu de grandes pluies. Maintenant, je crois que ça va aller un peu. Pour rester dans la constante de forte production malgré la rareté des pluies, ces femmes ont dû adopter une technique inhabituelle à leur pratique, la semi-directe. Au lieu de faire le repiquage, la majorité des femmes ont préféré faire des semi-directs. Et vraiment, on était découragés, mais comme toute chose, ça vient du bon Dieu. Je crois que si ça continue très bien, on aura de bons rendements. Au lieu de prendre les variétés de cycle long, on a préféré prendre cycle court. Le même espoir est noté chez les producteurs d'arachides au bout du fil. Ce grand producteur du département de Bunkiling ne cache pas son optimisme. Maïkor Gueye. J'ai bon espoir. Le seul hic est qu'il nous manque un tout petit peu d'engrais, mais la pluie est au rendez-vous. Selon ce producteur, le comportement de l'arachide est meilleur à ce moment précis comparé à l'année dernière. Du coup, la production risque d'être meilleure. Dieu nous a aidés qu'on termine les cultures avant que la pluie soit abondante. Et l'arachide se comporte très bien. L'année dernière, ce n'était pas du tout ça. Il suffit un peu d'eau pour que la récolte soit des meilleures. Du côté des producteurs d'arachide et de riz de Sieyou, il suffit de quelques fortes millimètres de pluie encore pour rendre leurs espoirs plus grandes. Merci à Max Euclid de Confani, à Lamine Ba et à Boubacar Ban pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire, case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Merci beaucoup. Donc, Nafissatou Sila, c'est pour Bonne Santé. Bienvenue. Tomber d'un escalier, trébucher ou encore être victime d'un accident de la route, autant de risques de se fracturer un membre, bras, jambes, bassin ou même poignet, entre autres. Tout os du corps humain peut être touché et à tout âge, dans un accident domestique, de la circulation ou encore dans une autre situation. Et dans tous les cas, il faut secourir la victime avec des gestes primaires. Amadou Kanar Diop, expert en sécurité civile. Avant tout déplacement ou même pendant l'attente des secours, il est important d'apporter les premiers soins à la victime et aux membres fracturés. Les gestes à prodiguer varient selon la
gravité du traumatisme subi. Par exemple, en cas d'entorse, ne pas bouger le membre blessé, appliquer de la glace sur le membre, immobiliser le membre, donc il ne faut pas qu'il bouge. S'il faut le transporter, maintenir le membre en position surélevée. Maintenant, en cas de fracture du bras, placer le bras fracturé contre la poitrine et l'entourer d'un écharpe avec un tissu noué derrière le cou. Et en cas de fracture d'une jambe, il y a aussi une conduite à tenir. Placer une attelle temporaire, support rigide comme une planchette de bois, de chaque côté de la jambe fracturée et maintenir l'ensemble avec du tissu noué. Ne pas serrer trop fort afin d'éviter de créer un effet garrot et d'empêcher la bonne circulation de la sanguine. Mais s'il s'agit d'un traumatisme beaucoup plus grave, il faut faire très attention. En cas de fracture ouverte ou de fracture multiple, contactez les secours le plus rapidement possible et ne pas bouger la victime. Si l'os est visible, le protéger avec des compresses stériles ou un linge propre pour réduire le risque d'infection. Ne jamais appuyer directement sur la fracture et ne jamais essayer de remettre l'os dans l'axe. Un accident domestique ou pas peut vite s'aggraver si on ne s'y prend pas bien avec les premiers gestes, surtout pour les personnes âgées. Les seniors ont plus de risques renforcés par la présence d'autres facteurs liés au vieillissement, comme l'ostéoporose qui fragilise les os. Quand on est vieux, on a les os fragiles. Donc, toute chute accidentelle, aussi bénigne soit-elle, peut être à l'origine de risques. Le risque de fracture se trouve surtout au niveau du col du fémur pour les personnes âgées. Pour cette catégorie de personnes, il est déconseillé de transporter la victime et avant tout, il est fortement conseillé de prévenir immédiatement les secours d'urgence, à savoir le SAMU ou les pompiers, surtout quand il s'agit d'une fracture ouverte, pour éviter toute complication. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. La chronique du mercredi, c'est signé Mbaye Sidi Mbaye. Plus nous brassons le bonheur de vivre, plus nous sommes demandeurs de sécurité. Pour notre patrimoine, pour notre famille, notre réputation, mais surtout pour notre modeste personne. Les vrais changements chez l'homme commencent par le bonnet. Oui, vous avez compris, c'est d'abord dans la tête et sur la tête que s'opère la première mutation. Envie d'un chapeau ou de forme, d'une chicha, genre grand chef, d'un bonnet marocain élégant à souhait, style Serigne Pape Malick Sy, ou alors carrément le crâne rasé complètement, sans le moindre fil blanc. Là, il y a une astuce. Le nombre exponentiel de crânes rasés, souvent brillant de noir, pour la galerie, sans la supercherie. Comme si l'on pouvait, rien que d'un coup de rasoir et d'un pinceau, ramener les jeunes années et reléguer à plus tard sa vieillesse en cours. Coup de bluff que tout cela. On doit se convaincre qu'on peut être beau dans sa tête, rien que pour soi, et laisser l'humanité entière indifférente parce qu'elle a d'autres chats à fouetter. RFM, l'invité. Notre invité, Seynabou Gueye, gouverneur de la région de Fatick, entretien avec Aminata Goudiaby. Madame Seynabou Gueye, bonsoir. Bonsoir Aminata Goudiaby. Vous êtes le gouverneur de la région de Fatick, 443 victimes d'accidents depuis le début de l'année 2019 et une quarantaine de décès enregistrés dans la région de Fatick. C'est quand même alarmant. Ce matin, vous avez initié une rencontre avec les acteurs du secteur des transports et les forces de l'ordre. Aujourd'hui, quelles sont les mesures urgentes que vous avez prises par rapport à cette recrudescence des accidents ? Il a été question dans un premier temps de procéder au bilan de la situation actuelle, surtout avec les accidents qu'on a connus ces derniers temps, surtout le week-end passé, mais aussi de faire le tour d'horizon sur l'année 2018, mais aussi l'année 2019. Avec les données qu'on a obtenues de la gendarmerie, il se trouve qu'en termes de statistiques, plus sur l'année 2019 qui n'est pas encore terminée, on est aujourd'hui à des chiffres qui dépassent largement en fait les chiffres qu'on avait pour toute l'année 2018.
sur les accidents corporels, comparativement à 2018, nous avions 126. En 2019, nous nous retrouvons pour les accidents corporels à 165. Pour les tués, nous étions à 33 pour toute l'année 2018. Aujourd'hui, en août 2019, nous sommes à 43. En termes de blessés, nous sommes à 443 pour 2019. Pour toute l'année 2018, nous étions à 397. C'est vous dire réellement à travers ces chiffres-là qu'on est allé de mal en pis en termes d'accidents. Et c'est très regrettable. C'est pourquoi, en fait, on a tenu quand même à faire cette rencontre-là pour identifier avec les acteurs à quel niveau est-ce que le problème se situe. L'indiscipline a été en fait posée par l'ensemble des acteurs. En écoutant aujourd'hui les acteurs, il était question un peu de revenir un peu sur les ralentisseurs. Mais vous savez aussi que sur le corridor Dakar-Bamako, la région de Fatick avec la RN est dedans. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui avec les techniciens, ils ont posé quand même le problème relatif au fait que c'est des engagements pris par l'État du Sénégal qui font qu'aujourd'hui, même pour pouvoir opérer quelques infrastructures, que ce soit sur cette RN1, il va falloir nécessairement intégrer en fait ces dispositions de l'UEMOA. Mais ces ralentisseurs quand même sont une demande des populations. Est-ce qu'il ne faudrait pas les ériger une bonne fois pour toutes? Oui, c'est une forte doléance. Avec la rencontre, c'est vrai qu'on a eu à convier quand même toutes les personnes qui habitent sur l'axe, notamment les chefs de village. Il y avait les représentants de certains maires qui étaient là, il y avait les autorités administratives. Mais pour l'essentiel des acteurs, et c'est vrai qu'on ne s'est pas limité à ces acteurs-là, parce qu'il y avait aussi en fait les chauffeurs, il y avait aussi les représentants des transporteurs, il y avait d'autres acteurs qui étaient là. Mais pour l'essentiel de leur doléance, c'est que pour régler ce problème-là, ils ont mis en avant en fait l'installation de ces ralentisseurs. La gouvernance de Fatick avait annoncé un programme de sensibilisation et de formation des acteurs du transport pour un peu réduire ces accidents. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec ce programme? Que c'est vrai qu'il y a de cela 2 ans, une réunion avait été tenue. Je n'étais pas encore ici, mais en fait mon prédécesseur avait pris les devants en faisant beaucoup de sensibilisation au niveau de ceux qui conduisent les Jakarta, de ceux qui conduisent les taxis, de ceux qui conduisent en fait des véhicules de transport. Mais il se trouve qu'aujourd'hui aussi, il était question peut-être de revenir sur ces recommandations-là. Et il n'est pas écarté parce que quand il fallait présenter en fait le bilan de la situation, il est revenu en fait que suivant chaque circonscription, on avait des spécificités qui n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, si on a des accidents un peu particuliers dans le département de Fatick, ces spécificités ne peuvent pas être les mêmes au niveau du département de Gossas ou au niveau du département de Foundiougne. Donc c'est pour cela qu'on a retenu, au lieu, avant de dégager un plan d'action régional, de laisser le soin au préfet de définir chacun un plan d'action départemental. Et maintenant, au niveau régional, il sera question de valider ces différents plans, de les contenir dans le plan régional pour pouvoir réellement dérouler des actions. Vous avez évoqué le cas des Jakarta, qui sont quand même une frange importante du secteur du transport dans la région de Fatick. Ces conducteurs-là sont également très souvent victimes de graves accidents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour ces conducteurs de Jakarta, puisqu'on remarque que jusqu'à présent, il y a des réticences concernant le port du casque. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette frange du secteur des transports à Fatick? Continuer d'abord davantage la sensibilisation, parce que c'est vrai qu'au cours de la rencontre, il y avait des représentants des conducteurs de moto Jakarta qui étaient bel et bien présents. Et on est revenu largement sur ces aspects sécuritaires, parce que c'est vrai que le port du casque pose problème. Parfois, la circulation à certaines heures, ça pose problème avec les motos Jakarta. Et je crois que la police est en train de faire un travail très remarquable, qui a été quand même très apprécié au cours de la rencontre. Peut-être continuer davantage, les inciter surtout à retirer les cartes grises qui se trouvent au niveau du service régional des transports terrestres. Et je crois qu'aujourd'hui, si réellement nous continuons encore et davantage à les sensibiliser, mais aussi à les pousser à porter ces casques-là et à se mettre en conformité avec la réglementation en la matière, nous pouvons réellement espérer qu'il y aura davantage de sécurité. Parce que dans certaines circonscriptions, on s'est rendu compte que les motos Jakarta, en fait, ont été beaucoup impliqués dans des accidents. Et parfois, c'est des accidents véritablement d'une gravité assez regrettable.
Mais je crois que réellement, si on continue à travailler avec eux, on peut réellement obtenir des résultats positifs. Certains pensent également qu'il faut associer les acteurs de l'éducation dans cette campagne de sensibilisation, surtout au niveau des écoles élémentaires. Oui, parce que comme vous le savez, sur les axes, les axes surtout de la RN1 ou bien de la RN4 où on enregistre beaucoup d'accidents, on s'est rendu compte qu'il y a aussi des établissements scolaires. Donc les élèves parfois aussi, soit ils traversent ou bien ils sont des usagers de ces routes-là. Mais s'ils sont des usagers qui ne connaissent pas les panneaux de signalisation, ce que ça comporte comme signification, si réellement on ne fait pas cet effort-là d'aller vers ces élèves-là pour pouvoir réellement les mettre au même niveau d'information par rapport à la route, par rapport à tous les dangers qui les guettent, parfois il peut se poser un problème même par rapport à cette frange de cette population. C'est pourquoi, conscient du danger qu'ils peuvent représenter, mais aussi du danger qu'ils peuvent être des victimes justement de ces accidents-là, on a tenu compte avec l'inspecteur d'académie qui était représenté, de voir dans quelle mesure aujourd'hui, avec les préfets de département et les IF, voir de quelle manière on peut définir un parcours écolier, un parcours familier. C'est-à-dire de savoir d'abord les voies empruntées par les élèves pour aller au niveau de ces différents établissements, mais aussi essayer de voir d'autre part dans quelle manière on peut réellement essayer de les sensibiliser de telle sorte à ce qu'ils reconnaissent réellement ces panneaux et qu'ils puissent réellement en faire bon usage. Je crois que c'est un premier pas et c'est vrai qu'il va falloir peut-être travailler sur des simulations, c'est-à-dire travailler de telle sorte qu'on puisse réellement, suivant chaque département, pouvoir rassembler suffisamment de logistique pour pouvoir expliquer aux élèves réellement tel panneau ça signifie quoi, comment traverser tout cela. Et même je crois qu'il serait bon d'aller jusqu'à un niveau même où on peut les former un peu aux actes à poser en matière de secours. Mais justement, il y a également la problématique des panneaux de signalisation. Ils sont quasi absents dans beaucoup de zones de la région de Fatick. Est-ce que vous pensez renforcer le dispositif? C'est vrai que c'est une appréciation qui est sortie parce qu'il y a une partie des acteurs qui a soutenu en fait qu'il n'y avait pas de panneau de signalisation. Mais pour le responsable de l'AGEROUTE, il est revenu en fait par rapport à cette situation pour dire qu'il y a en fait une signalisation qui est déjà là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, pour compléter davantage le travail qu'on est en train de faire, rien ne nous gêne à ce qu'on aille sur le terrain. Et si réellement il est avéré qu'une situation pareille est réellement sur le terrain, de voir aujourd'hui avec les responsables de l'AGEROUTE, mais tous les acteurs qui sont des acteurs étatiques, mais qui interviennent justement au niveau de ces panneaux, de voir dans quelle mesure on peut réellement faire en sorte que la situation puisse être inversée. Mais revenons sur les causes de ces accidents. Certains conducteurs de gros porteurs ont évoqué l'absence d'aire de stationnement sur l'axe Ndiosmone-Fatick. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas impératif de créer cette aire de stationnement sur cette route? Oui, c'est vrai qu'en quittant peut-être Fatick et en allant un peu plus vers l'intérieur du pays, il y a des aires de stationnement. Donc je crois que ce qui se fait peut-être dans ces zones-là, si aujourd'hui des acteurs le souhaitent au niveau de la zone de Fatick, nous ferons tout le nécessaire, c'est-à-dire au niveau des maires et voir une assiette qui peut leur permettre aujourd'hui de pouvoir recevoir en fait cette aire de stationnement et voir aussi toutes les dispositions à prendre avec la hiérarchie pour voir comment solutionner en fait cette doléance posée par les acteurs. Madame Seynabou Gueye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Fatick. Merci Aminatou Goudiaby. Et voilà, Aminatou Goudiaby, vous êtes la correspondante de RFM à Fatick. C'est la fin de ce journal et je rappelle les titres. Le Magal de Touba, à 2 mois de l'événement, les autorités à la rencontre de difficultés, panne de forage, zone inondée à Darou Marnane et Guédé, des facteurs qui peuvent compliquer le déroulement du Magal. Le gouverneur de la région de Diourbel promet des solutions. Ourossogui Bakel, l'axe du Mal, il est complètement coupé, les populations peinent à se déplacer. Le sous-préfet et les éléments de la gendarmerie étaient sur les lieux. L'ordre a été donné à l'entreprise chinoise en charge des travaux de refaire le tronçon. L'enfer des malades de fistule obstétricale, rejet, stigmatisation, manque de moyens financiers
Le calvaire de ces femmes préoccupe la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui plaide pour une prise en charge adéquate. Jeux africains, les U20 du foot ont battu le Ghana 1-0. Le taekwondo aussi a récolté 3 médailles de bronze. Détail, donc vous avez suivi la Page Sport, c'était avec Abdou Diouf Junior. Tour du web, Fama John, bonne santé, Nafisa Toussila, Yonoutol, Mamadou Amar Ndion. La chronique du mercredi, Mbaye Sidi Mbaye. Et enfin, l'invité donc du soir, Seynabou Gueye, gouverneur de la région de Fatick, sur les multiples accidents et les dispositions mises en place pour réduire le phénomène.